Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, conception et dynamique des organisations. Fondé et dirigé par Alain-Max Guénette et Jean-Claude Sarda. Ouvrage paru dans la série principale. Sait-on piloter le changement? Sous la dire de J.C. Sarda et A.M. Guénette, 2004, 350p, 29 €. Paradoxe de la gestion publique, d'Y. Emery et Desjioc, 2005, 250p, 21,50 €. Changement dans les organisations, sous la dire de J.C. de Crescenzo, 2005, tome 1 Stratégie, processus et performance, 250p, 21,50 €, tome 2 Communication, négociation et intervention, 230p, 20 €. Management de la santé et de la sécurité au travail, un champ de recherche à défricher, sous la dire, 2 à bord de Châtillon et Olivier Bachelard, 2005, 468p, 39 €. Capital immatériel connaissance et performance, sous la dire d'Abounfort, 500p, 41 €. L'art de l'innovation, sous la cohorde de Nmoti, 2006, 266p, 23,50 €. La facilitation des changements organisationnels, méthodes, outils et modèles, de J. Beck, F. Granier et J. Singerie, Pref. De Monsieur Lallemand, 2006, 302p, 24 €. Les performances des organisations africaines. Pratique de gestion en contexte incertain, sous la dire de J. Nizet et F. Pichot, 2007, 298p, 25,50 €. Comprendre et organiser. Quels apports des sciences économiques et sociales, sous la dire de J.C. Sarda, Desjioc et A.M. Guénette, 2007, 546p, 45 €. Fantasme, mythe, non-dit et quiproquo. Analyse de discours et organisation, sous la dire de R. Oakley, Pref. Y. Pesqueux, 2010, 280p, 27 €. Être homme ou femme dans les organisations. Contribution et l'éclosion de l'économie de la connaissance, sous la dire de L. Guéret-Talon et F. Salah, Pref. De T. de Swart, 2010, 412p, 39 €. Le management humain des organisations. Grandeur et misère de la fonction de dirigeant, sous la dire de F. Ben Hassel et B. Ravelot, Pref. De G. Bedwell, 370p, 35 €. L'utopie au défi du marché. 50 ans de développement du CESI, de Mark Huald, 2010, 450p, 42 €. Dans la série Publi-Thèse. La bureaucratie libérale, nouvelle gestion publique et régulation organisationnelle, de Desjioc, préface d'Y. Emery, 2003, 324p, 27 €. Dans la série Synthèse. Les nouvelles organisations du travail face à l'immobilisme des entreprises, de J.C. de Crescenzo, 2209, 110p, 11,50 €. Préface Jean-Marie Peretti. Professeur à l'ESSEC et à l'IAE de Corse. Président de l'IAS, Institut international de l'audit social. Président d'honneur de l'AGRH, Association francophone de gestion des ressources humaines. L'ouvrage de Dominique Paturel consacré à la fonction sociale en entreprise apporte une remarquable contribution à la réflexion sur le renouvellement de la gestion des ressources humaines dans le contexte actuel et à la place future de la fonction de tiers social. Dans le contexte d'une société post-moderne, le renouveau de la question sociale et son intégration dans la fonction RH a de forts enjeux que cet ouvrage nous permet d'appréhender. L'implication de l'auteur doit être soulignée. C'est une première force de cet ouvrage. Dominique Paturel est une auteure engagée. Sensibilisée par 20 ans de pratique professionnelle d'assistante de service social du travail, exerçant depuis 15 ans dans un EPST, établissement public de recherche à caractère scientifique et technologique, c'est une praticienne chercheuse et ou une chercheuse praticienne qui nous dévoile son cheminement dans une première partie et nous fait partager ses convictions. Dans une seconde étape, l'auteur nous montre combien la fonction sociale a été étroitement liée à l'histoire de la fonction ressources humaines et des entreprises françaises. Des origines à 1975, les entreprises les plus performantes sont incontestablement celles qui ont accordé à la fonction sociale une importance réelle et des moyens suffisants. Les chapitres 3 à 6 retracent de façon vivante et documentée l'histoire du service social du travail sur un siècle, depuis les années 1880,
L'apparition des surintendantes d'usine des années 1900 à 1945, les assistantes de service social à partir de 1946 avant la dilution des Trente Glorieuses. Ce rappel historique est essentiel pour situer les enjeux actuels dans une perspective historique. Les chapitres 7 et 8 nous présentent ensuite la nouvelle question sociale dans le contexte du management public, les implications éthiques et les nouvelles formes de souffrance au travail. Les entreprises et leurs DRH prennent aujourd'hui conscience de l'importance considérable de la santé, de la sécurité et du bien-être des salariés au travail, pour un développement durable de leur performance globale. Il faut s'en réjouir mais aussi s'interroger sur les limites et risques des pratiques mises en œuvre aujourd'hui. L'ouvrage de Dominique Paturel ouvre des pistes innovantes pour structurer au sein de l'entreprise la fonction sociale, afin de mieux répondre aux défis actuels. La troisième partie consacrée à la fonction de tiers social en GRH aborde le réel de la gestion des ressources humaines. Dominique Paturel analyse avec finesse les situations individuelles difficiles, les liens vie privée-vie professionnelle et le rapport individuel-collectif. Elle dessine une fonction de tiers social opérationnel qui répond à la nécessité d'un care institutionnalisé, conduisant, selon son heureuse formule, du paternalisme au paternariat. Cette approche est incontestablement novatrice et prometteuse. Il faut féliciter et remercier Dominique Paturel d'avoir abordé avec passion et rigueur un sujet important en termes d'enjeux sociaux et managériaux. Elle nous fait entendre, selon sa formule, le point de vue humaniste des situations individuelles des personnes. Elle nous propose des pistes concrètes. Cet ouvrage, bien écrit et très agréable à lire, apporte des éléments consistants pour construire cette fonction nécessaire de tiers social, dans le cadre de la transformation de la gestion des ressources humaines en gestion des personnes. Les pratiques d'individualisation du management dans le contexte d'une pression croissante pour la productivité et l'efficacité seraient source de coûts cachés et différés, de dysfonctionnements et de risques pour les personnes et les entreprises, en l'absence d'une authentique fonction de tiers social. Dominique Paturel nous le démontre de façon convaincante. Introduction. Assistante de service social du travail depuis une vingtaine d'années, je fais le constat d'une pratique professionnelle de plus en plus difficile dès lors qu'elle se situe du côté du travail. Face aux mutations et évolutions technologiques, sociales, économiques et politiques de la société actuelle, le travail social ne cesse d'interroger la pertinence et les exigences, notamment de performance, de celle-ci au regard de ce qui fait sa raison d'être, à savoir les situations de vie des hommes et des femmes. Partie prenante de l'enjeu de la diversité comme atout de notre société et plus particulièrement de l'entreprise, le service social du travail se confronte à ces profonds changements et affronte la remise en question de la nature de son activité. La fonction sociale est intimement liée à l'histoire de la fonction personnelle et des entreprises françaises. Les surintendantes d'usine en sont les pionnières dans la première moitié du XXe siècle et à partir de 1946, ce sont les assistantes de service social qui prennent le relais. Cette fonction sociale se dilue pendant les Trente Glorieuses en se réservant à la prise en charge individuelle et psychosociale des salariés les plus fragiles. À la fin des années 80, la modernisation des entreprises et entre autres de sa fonction ressources humaines, RH, oblige les différents acteurs de la gestion des ressources humaines, GRH, à se repositionner. La logique de compétence, l'individualisation des pratiques de gestion, les nouvelles pathologies d'un côté et les changements profonds à l'œuvre dans la société de l'autre bouleversent les pratiques des assistantes de service social et questionnent fortement les missions du service social du travail. L'objet de la recherche qui sera présentée ici est d'apporter une contribution à la réflexion menée dans le cadre de la gestion des ressources humaines, GRH, sur le renouveau de la question sociale et de son intégration dans la fonction RH. Cette analyse se situe dans un contexte public particulier, celui de la recherche publique. Dans une première partie, le cheminement de la pratique à la pensée vient retracer la logique temporelle du travail de recherche, mais c'est aussi la démonstration de ce passage de la pratique réflexive inhérente au métier de travailleur social à celui de l'implication comme partie intégrante de la démarche de recherche. Ainsi, le socle de l'expérience professionnelle nourrit la pensée et participe à la conceptualisation. Ces allers-retours structurent la méthodologie.
Dans une deuxième partie, l'histoire de la fonction sociale en entreprise dans son lien à la fonction du personnel donne le cadre de la réflexion pour comprendre la situation du service social du travail aujourd'hui. Au fur et à mesure que la fonction du personnel se développe en écho à la complexification du travail et de la législation du travail, la fonction sociale s'adapte et va se concentrer de plus en plus à l'environnement du travail. Dans la troisième partie, l'étude de cas choisie, analysant la gestion des situations individuelles dites difficiles entre les différents acteurs de la GRH, gestionnaires et assistantes de services sociaux, médecins du travail, etc., est le support de la réflexion pour construire une nouvelle fonction sociale, le tiers social. Cette fonction, prolongement contemporain de la surintendante, n'est pas nécessairement portée par le service social mais doit faire partie intégrante de la fonction actuelle des ressources humaines. Cependant, l'ambition de cet ouvrage est aussi celui de regarder en même temps ce qui se passe ici et maintenant tout en le resituant dans la filiation de la question sociale en entreprise et en imaginant ce que pourrait en être l'avenir. La démarche synchronique, diachronique et projective, nécessairement segmentée pour les besoins de l'écriture, est en réalité entremêlée dans la pensée et donne ainsi des possibles émergents de la complexité ambiante. Première partie, de la pratique à la pensée. Chapitre 1, de la pratique. Les tensions à l'œuvre pour les salariés ne sont pas en soi nouvelles. Notre regard appuyé sur la perspective historique nous a appris la récursivité des événements et le retour fréquent de certaines questions. Mais ces 30 dernières années ont vu des changements profonds, amenant les individus à vivre des transformations tant sur le plan social qu'économique sur un pas de temps de moins d'une génération. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la vitesse est telle que les effets sont effectivement nouveaux. 1. Contexte actuel. L'accumulation technique et l'extension des réseaux d'information conduisent à des activités organisationnelles plus complexes, Gadret, 2000. D'autre part, les trajectoires de vie personnelle des individus se jalonnent de rupture et de reconstruction. Dissolution des couples, famille monoparentale, famille recomposée, célibat voulu ou subi, partenariat de vie divers, amis, frères et sœurs, colocataires, etc. L'individu moderne, voire hypermoderne, appartient à divers réseaux et se comporte différemment au travail, en famille, avec ses amis, dans son quartier, son bureau, les associations auxquelles il participe. Il peut avoir une personnalité multiple, qui change selon les mondes dans lesquels il se déplace. Le potentiel de liberté et d'ouverture sur le monde et sur l'autre révèle la fragilité identitaire et la difficulté à se construire dans un univers en refonte permanente. L'accroissement de liberté est vécu comme une exigence à l'autodétermination, qui renvoie l'individu à lui-même dans une société mondialisée en perte de repères collectifs, Ehrenberg, 1999. Cette société hypermoderne qui se caractérise par le fait que la modernisation se continue, plonge l'individu dans une hétérogénéité et une diversité qu'il doit s'efforcer à maintenir ensemble. Cela suppose une réflexivité importante, tout se réfléchit et s'arbitre. L'individu est alors plus autonome, plus sociable, plus sensible au changement, plus sentimental, Illouz 2006. Ce préfixe hyper vient signifier pour certains Aubert 2004 un excès, voire une pathologie de la modernité. Pour d'autres, il s'agit de la poursuite d'un processus de modernisation complexe fait de transformation, de perte et d'émergence nouvelles, Giddens 2005. La vision hyper par rapport à la vision post ne s'intéresse pas à ce qui ressurgit du passé. Cette hypermodernité rend compte d'une société dans la continuation du processus de modernisation dans laquelle les individus, les rationalités, les différenciations sociales, les formes économiques, les modes de régulation sont multiples. L'ensemble faisant société n'est plus un ensemble fixe que l'on peut analyser sur un seul plan, on est face à un ensemble multidimensionnel. L'espace social est construit de plusieurs configurations. L'individu revêt des personnalités différentes selon la configuration, entretient des relations sociales variées et diverses en fonction de ses activités. Les contextes de socialisation sont de plus en plus choisis par les individus eux-mêmes. Mais à l'instar de cette fluidité et de cette hétérogénéité des mondes, il y a ceux qui naviguent habilement dans cet univers,
et ceux plus démunis face à ces changements qui ont moins de diversité à disposition et moins de ressources pour l'assumer. L'entreprise encastrée socialement et économiquement s'est modernisée face à la transformation du marché. Accélération et flux tendus, le client au cœur des processus, démarche qualité, logique de compétences, etc. Les changements à l'œuvre sont suffisamment importants pour avoir bouleversé le paysage socio-économique tant localement que mondialement. Les mutations socio-économiques qui caractérisent la mondialisation rendent obsolètes des modèles de management qui s'inspiraient d'une image de l'entreprise comme une mécanique fermée. Aujourd'hui, l'enjeu ne porte plus tant sur la conception des conditions de production que sur le design de l'organisation elle-même, mettant en avant ses dimensions relationnelles, interactionnelles et communicationnelles. Comme l'ensemble des domaines de la gestion de l'entreprise, marketing, finance, production, etc. La gestion des ressources humaines, GRH, a été impactée par ces changements démarrés 2002. Le paradigme explicatif de la performance évolue. Face à une concurrence accrue dans un environnement incertain, l'efficacité ne repose plus sur une organisation scientifique du travail définissant des systèmes de production fixes, mais sur la capacité à réagir rapidement aux évolutions économiques et aux demandes des clients. Les savoir-faire techniques sont nécessaires mais plus suffisants lorsqu'il s'agit d'utiliser sa subjectivité pour réagir à des besoins fluctuants et non standardisés. Depuis le XXe siècle, les enjeux du management se sont déplacés de la gestion des conditions de travail optimales à la conception optimale de l'organisation du travail. De jour, 1990-1993. Cette évolution a provoqué un changement de la cible du management, du corps vers le psychisme. Le taylorisme avait pour objet le management des corps. L'école des relations humaines a conduit à un management des cœurs, qui a évolué aujourd'hui vers un management psychique, mettant en avant le contrôle de la psyché pesant sur la santé mentale. L'objet de la mobilisation s'est déplacé d'un contrôle physique des individus à un contrôle psychique portant sur l'imaginaire par la canalisation de l'énergie psychique. Aubert, de Gaulle-Jacques 1991. L'essor du concept de gestion des ressources humaines insiste sur ce nouveau capital qu'est devenu l'homme, bien le plus précieux de l'entreprise, principale source d'avantages compétitifs et de différenciation. Les entreprises publiques ne sont pas en reste et l'idée de moderniser l'administration n'est pas nouvelle. C'est dans les années 80 que la nécessité de réformer les organisations publiques est devenue un leitmotiv récurrent qui ressurgit périodiquement sur le devant de la scène médiatique. Depuis une trentaine d'années, les initiatives réformistes se multiplient dans les organisations publiques, faisant du management public une discipline centrée sur la gestion du changement. Dans les administrations d'État, la première vague massive de réformes formalisées a vu le jour dans les années 60, avec la rationalisation des choix budgétaires et la direction par objectif. Cependant, le bilan de ces premières démarches, qui ambitionnaient d'instaurer une logique stratégique, a été jugé décevant. Bartoli 2005. C'est essentiellement dans les années 80 que le déploiement de logiques gestionnaires et managériales s'est généralisé dans les organisations publiques, à la faveur d'initiatives multiples et non coordonnées. Un effet de mimétisme a permis à cette seconde vague de modernisation d'atteindre la quasi-totalité des organisations publiques. Les démarches engagées ont ensuite été théorisées et unifiées sous le terme de modernisation, notamment par la circulaire Rocard du 23 février 1989. Cependant, les établissements publics de recherche à caractère scientifique et technologique, EPST, y compris les organismes à statut mi-privé, mi-public, les universités, dont la production et la connaissance, auront mis plus de temps à intégrer les effets d'un management et non plus d'administration de la recherche. Parmi les tensions majeures qui traversent ces organisations, il faut sans doute mettre en bonne place celles qui opposent encore aujourd'hui les valeurs et principes gouvernant l'activité scientifique ou l'éthique des chercheurs et celles implicites dans la notion de management. Varé de Latz, T. 2007 p. 13. La gestion des ressources humaines dans les EPST se confond encore avec l'évaluation par les instances paritaires. D'autre part, les chercheurs pensent aussi dans une grande majorité qu'ils sont les seuls à savoir gérer leur monde. Le directeur d'un laboratoire ou d'une unité de recherche n'est qu'un primus inter pares, interdit d'initiative par les normes implicites de la communauté,
gouvernant donc à la conformité plutôt qu'au projet ou au résultat, le scientifique devant demeurer le plus indépendant possible de la société. Ibidem p. 90. Le renouveau de la question sociale et la santé au travail, promus comme élément dynamique de la gestion des ressources humaines, deviennent une façon de répondre aux bouleversements en cours dans la prise en compte de leurs conséquences. L'individu est au cœur de ma réflexion, et mes différentes analyses qui jusqu'alors étaient destinées à comprendre les conséquences des dispositifs de gestion sur son intégrité physique, psychologique et sociale. L'objectif de ce travail est de prendre la mesure des souffrances au travail, de leur impact et des processus de gestion susceptibles de les limiter. Le présupposé est que le progrès des conditions de travail est aussi un progrès des performances de l'organisation. 2. Un constat. Assistante de service social du travail et ce, depuis une vingtaine d'années dans un EPST, je me suis heurté à maintes reprises dans ma pratique professionnelle, au fait de ne pouvoir faire entendre le point de vue humaniste des situations particulières des personnes. Les réponses sont de deux ordres. Soit une stigmatisation qui permet d'évoquer la situation comme un cas à résoudre, et le plus souvent en y adjoignant le qualificatif social. Ce qui est devenu un cas social permet un implicite renvoyant à une vie personnelle identifiée comme difficile, séparation de couple, problèmes de santé etc., et un explicite autour des capacités relationnelles souvent dégradées dans ce genre de situation. Soit une approche que j'appelle juridico-gestionnaire qui consiste à analyser la situation au travers du statut, et sa déclinaison en dispositif de gestion. Ainsi le service social du travail se trouve à la frontière entre ce qui est du ressort de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Dans le quotidien des agents, et ce quotidien leur est momentanément difficile à vivre. Ce travail, invisible socialement, entraîne un positionnement particulier dans l'organisation hiérarchique d'une direction des ressources humaines. Les tensions à l'œuvre, percutant le sens même de notre activité, m'ont poussé à réinterroger la nature de la fonction sociale dans l'entreprise et de comprendre quelles nouvelles questions sociales étaient en train d'émerger. 3. Individualisation et management public. La logique de compétences centrée sur les savoirs mobilisés dans la logique de qualification auxquels s'ajoutent les savoir-être, ramène la subjectivité dans la sphère du management. Le manager prenant la suite du directeur ou du responsable d'équipe, se voit ainsi donner la gestion de cette subjectivité, à lui d'en évaluer la pertinence et la performance. Ce management s'exprime par une individualisation et une singularisation des situations de travail. Si l'individualisation se caractérise par une désolidarisation du collectif qui contraint chacun à inventer des réponses individuelles aux problèmes, la singularisation pousse chacun à envisager son unicité et à gérer son métier de manière différenciante. Le management subjectif en individualisant le rapport de l'individu à l'entreprise, ôte les références communautaires et le support du collectif. Chacun se tourne alors vers lui-même pour inventer des solutions managériales au quotidien. Face à cette nouvelle situation qui responsabilise et autonomise les individus, ceux-ci se retrouvent souvent démunis, retranchés dans une solitude paralysante face à cette inflation de responsabilité. Ces changements ont mis à jour des nouvelles formes de souffrance au travail, de jour 1993-2000. La question de la santé au travail est évoquée et les liens entre santé mentale et travail sont maintenant de plus en plus reconnus. 3. Cependant la nature de l'entreprise étudiée, EPST, génère aussi des situations difficiles à régler. Agents présents depuis longtemps dans l'établissement, démotivés, en difficulté face aux évolutions technologiques et scientifiques, etc. Ces situations qui pouvaient coexister dans des formes de régulation sociale, Paturel, 2006, deviennent insupportables dans ces nouvelles exigences de performance. Certaines de ces situations, enquistées, vont s'exprimer par des plaintes de harcèlement moral. Le décalage entre l'affichage institutionnel sur les objectifs et les critères d'évaluation des personnes tels qu'ils sont réellement mis en œuvre, sont souvent contradictoires. Affichage de critères reconnus comme bonnes pratiques de recherche et pas de reconnaissance de ces mêmes critères par les instances d'évaluation. Certes, il est difficile de faire coller les deux points de vue compte tenu de la complexité de ces critères,
Le nouveau paradigme de la production de connaissances donne une place centrale à la recherche en partenariat et pluridisciplinaire et aux activités d'expertise ou de communication. Il implique qu'une grande variété des pratiques est nécessaire pour couvrir l'ensemble des tâches nécessaires à une bonne production et diffusion des connaissances. Barré de Latz, T. 2007 p. 90. La conséquence directe est souvent de mettre les agents dans une injonction paradoxale, où ils ne savent plus à quel projet se vouer. De ce fait, la demande des managers envers le service social du travail évolue pour s'orienter vers des demandes d'explicitation des changements internes mais aussi externes à l'entreprise. L'évolution des attentes des salariés et de leurs répercussions possibles sur les relations sociales dans l'entreprise, des conséquences de l'évolution du statut et de l'accroissement de l'embauche de salariés de droit privé, de la cohabitation de tous ces statuts différents, des changements dans la protection sociale et du droit du travail. La demande évolue également vers une aide à la gestion des relations interpersonnelles, face à ce qui est vécu comme l'individu par excès, qui par trop d'indépendance et des prétentions d'autosuffisance, rencontre des difficultés à faire société avec ses semblables, et l'individu par défaut, qui pèche par l'insuffisance de support et ne peut accéder à l'indépendance, l'autonomie et la reconnaissance sociale. Castel, Haroche 2005. Face à ces transformations vers un management subjectif, la tendance naturelle est de répondre par la psychologisation des relations de travail. La mise en place d'outils individualisés, coaching, bilan personnel, etc., de formations techniques pour répondre aux attentes des managers, gestion des personnalités difficiles par exemple, de stages pour apprendre à mieux gérer le stress montrent que cette approche est déjà bien installée. Cependant, ces approches, si elles peuvent momentanément soulager la pression ou la souffrance individuelle, ne questionnent aucunement le lien avec l'organisation du travail. Du coup, on reste sur des réponses ponctuelles et peu satisfaisantes dans la durée. En effet, le travail ne se laisse pas enfermer dans des règles prescrites et des normes quantitatives de performance. Les travailleurs sont constamment obligés de s'adapter pour surmonter les difficultés imprévues. Cet apport est invisible. Il est d'autant plus facilement nié par la culture procédurale et normative, ou bureaucratique, que les salariés eux-mêmes ont du mal à en parler. Une des sources de la souffrance est bien cette façon de vivre comme des questions personnelles, ce qui est du ressort des conditions de travail. La psychologisation renforce cet état de fait. Cette complexité des interactions renforcée par ce management subjectif demande une intervention RH englobant la dimension sociale. Cependant, la nature de l'évolution des besoins oblige à ce que cette fonction sociale soit de plus en plus en situation de tiers, pouvant à la fois répondre sur le plan des droits et des devoirs des personnes en lien à la culture de l'entreprise et accompagner de façon singulière les uns et les autres. Cette fonction de tiers n'est ni de la médiation, ni de l'arbitrage. Un positionnement éthique devient en soi, compétence de la fonction. 4. La fonction sociale. Les acteurs de la fonction sociale sont peu connus et très peu de travaux leur sont consacrés. Cet acteur, actrice devrais-je dire compte tenu de la féminisation, modeste, le plus souvent dans l'ombre, porte une problématique des plus actuelles aujourd'hui qui n'a pas fait l'objet d'études en GRH, le renouveau de la question sociale. La politique sociale et santé au travail peut être facteur de fidélisation des salariés et permettre une gestion plus à même d'intégrer la notion de diversité des origines, des âges, des parcours, de genre, etc. J'ai volontairement englobé ces acteurs dans la notion de fonction sociale, car leur histoire, la réalité du contenu de leurs activités est variable en regard des périodes historiques. Il m'a semblé plus pertinent de donner cette ampleur pour en appréhender les dimensions historiques et sociales, et la notion de fonction sociale me permet cette ouverture. L'évolution de la fonction sociale, s'appuyant sur son enracinement dans l'entreprise et l'historicité de son rôle, est à même de porter la dimension sociale, nécessaire dans cette phase de changement profond de l'organisation de la recherche publique. Fonction évoluant autour de la prévention des risques psychosociaux dans un but de santé au travail mais également participant à la problématique de la diversité aujourd'hui vitale pour ces entreprises, égalité des chances, handicap, seniors, parcours sécurisé des emplois etc., et ce dans le renouveau de la question sociale. C'est cette évolution que je caractérise par la fonction de tiers social qui m'apparaît être le prolongement contemporain et actualisé de la fonction sociale traditionnelle.
Cette approche découle du raisonnement suivant. L'évolution de la demande auprès du service social du travail, et plus particulièrement la demande du management, n'est plus seulement de l'assistance à la personne, mais du soutien à leurs fonctions de management. Cependant, la demande classique reste à l'œuvre, et notamment de la part des équipes ressources humaines. L'offre de services auprès du management existe sous différentes formes: formation, dispositifs techniques et conseils d'experts. Mais il semble que la complexité des trajectoires professionnelles et personnelles nécessite une approche ancrée dans le social, souci du lien social, connaissance des réseaux internes et externes pouvant répondre rapidement, et une analyse psychosociale, prenant en compte l'individu dans sa globalité. De plus, la porosité des frontières vie personnelle-vie professionnelle pose de fait la place de l'éthique dans la réflexion. Un certain nombre d'entreprises privées et aujourd'hui d'entreprises publiques externalisent leur service social. Les assistantes de service social sont alors moins en prise avec ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. De plus, la fonction d'assistance à la personne reste le cœur de métier et ne facilite pas l'évolution vers le soutien au management. À partir de l'analyse qui précède et de ces constats, ma réflexion peut se résumer aux interrogations suivantes. Pourquoi le service social du travail est-il perçu seulement dans sa mission d'assistance à la personne? Est-ce que la fonction sociale incarnée par le service social du travail peut répondre à la nouvelle demande du management? Quel type de compétences serait nécessaire? Comment cela participe à la fonction RH? Ces interrogations se croisent avec le changement de monde à l'œuvre dans la modernisation de la fonction publique, à savoir le passage d'une logique domestique à une logique connexionniste. Boltanski, Chiapello 1999. Mon questionnement se construit à partir du pourquoi de ce constat aujourd'hui. La réponse m'amène à interroger l'histoire de la fonction sociale en entreprise. Le passage par ce pourquoi permet de réinterroger le comment inscrit dans le présent et d'engager des propositions pour le futur. Chapitre 2. À la pensée. 1. Praticienne et chercheuse. Cette position particulière de chercher à comprendre ce qui est en train de se vivre dans son activité professionnelle mêle une posture de praticienne et une posture de chercheuse. L'implication est au cœur de ma posture puisque mon objet de recherche est proche de mon expérience professionnelle. Comment tenir dans ce balancement entre l'imprégnation de terrain quotidien et d'une mise à distance nécessaire à la recherche? En outre, ma pratique professionnelle elle-même nécessite de la mise à distance, garante d'un regard prenant en compte les résonances à mon propre parcours de vie. L'esprit work in progress sera à l'œuvre tout au long de ces 4 années qu'aura duré cette recherche. Si la question de l'implication se pose, c'est parce que mon engagement est en toile de fond. L'amener explicitement permet de donner corps à la méthodologie et au processus même de la recherche et de comprendre le cheminement de praticienne-chercheuse. Être assistante de service social du travail au sens où je l'ai choisi comme un certain nombre de mes pairs, correspond à un idéal de justice sociale dans le monde de l'entreprise. Cet idéal de justice sociale est à la fois le respect des droits des salariés, mais aussi l'attention à chacun dans sa trajectoire de vie. Le rapport entre l'individuel et le social, la préoccupation du lien social et de la santé au travail des hommes et des femmes, la dimension sociale des conditions de travail, l'intégration de cette dimension dans les pratiques de management et de GRH présente un fondement pratique dans ma trajectoire professionnelle et intellectuelle. Mes 20 années d'expérience professionnelle se sont construites sur ces préoccupations. Le choix d'une recherche sur un objet, certes réducteur de l'ensemble de l'expérience professionnelle, n'en est pas moins à la fois l'apprentissage du passage du sens commun à la production si modeste soit-elle de connaissances sur l'objet lui-même. Le concept d'implication permet aussi de sortir de la confrontation sujet-objet et d'en concevoir la relation dynamique. La démarche s'enracine dans le fait que l'objet reste présent en permanence et se glisse dans les moindres interstices. L'objet me traverse avec des effets d'aller-retour, exercice de la pratique et pensée sur cet exercice. La vie quotidienne n'est pas dissociée de la vie intellectuelle et se conforte l'une l'autre. La question de l'implication, c'est celle de la relation du chercheur à son objet, du praticien à son terrain, de l'homme à sa vie. Louraud 1997, page 4. Je partage la définition élaborée dans un cheminement semblable au mien de Perros Oliveres,
2001 p. 234. L'implication est le nœud des rapports de l'individu au monde dont il est issu, et auquel il participe. Ceci englobe aussi la somme des défis qui l'attachent, conscients et inconscients, que les options passives et actives qui découlent de ses propres plis. Cet espace entre intime et social, en glissement transductif perpétuel, ne peut subir la moindre organisation projetée dans un univers où aucune frontière stable ne peut être durablement installée. Ma démarche de recherche s'enrichira de mon questionnement à la fois sur mon rapport au savoir et du chemin jusqu'à la posture de recherche, à partir de la singularité de ma pratique professionnelle. Le fait que je sois dans un établissement de recherche, j'imagine également que certains agents que j'accompagne dans le cadre de ma pratique professionnelle sont aussi dans ces équilibres et ces évolutions constantes. 2. Implication et engagement. L'intrication de ces deux notions n'est pas facile à démêler. Souvent l'implication est comprise comme passive et résultante d'une situation soit inconsciente, soit involontaire. Au contraire, l'engagement est posé comme volontaire et choisi. Je pense que l'intrication est plus subtile, et qu'il s'agit de deux notions entre lesquelles s'établit une déclinaison de possibles extrêmement variées. Cependant ces deux notions ne sont pas sans impact dans mon parcours et là aussi, rendre explicite le cheminement fait partie de l'élaboration du processus de recherche lui-même. Porteuse de conviction sur la place de l'être humain dans l'entreprise et ce que cela entraîne, en termes d'éthique dans la gestion des ressources humaines, mon positionnement professionnel m'a souvent mise en confrontation à l'institution. Pour avancer, l'investissement dans la formation universitaire a fait partie des ressources que je me suis données comme en témoigne mon journal de recherche. Journal de recherche. Mercredi 14 janvier. Pour le coup, on comprend mieux pourquoi le chemin vers l'université est une tentative de légitimer ce chemin de trouble-tête, ou du moins c'était mon présupposé. L'apprentissage du savoir est un moyen comme un autre pour concilier ce qui semblait inconciliable. Pratique nécessitant de l'implication pour rester vivante et penser sur cette pratique pour rester moi-même vivant. La reconnaissance de mon implication est le moteur de ce que j'ai élaboré. L'accepter est une forme de résistance à l'enfermement et l'isolement dans lesquels se retrouve tout praticien qui s'affronte à la vaillance de ses convictions dans un univers institutionnel. Mettre en question et ne pas abandonner tant que nous n'avons pas de réponse satisfaisante, cela habite notre éthique professionnelle, étant entendu que notre activité repose sur l'analyse des dysfonctionnements institutionnels et les conséquences pour les hommes et les femmes qui y travaillent. Étant souvent dans notre pratique, appelés à interpeller l'institution dans ses carences ou ses dysfonctionnements, les interventions peuvent être mal perçues. Une telle attitude engagée agace la hiérarchie, plus prompte à répondre par une vision normalisante. Mais rester fidèle à ce questionnement me permet d'être cohérente et de sauvegarder mon intégrité. Cependant, rechercher le renouveau dans ce questionnement, le bousculer, le passer à la confrontation de mes actes et trajectoires font partie de ma rigueur. La démarche universitaire est alors une façon de continuer l'engagement et de rendre à la lumière ces phases d'ombre de ses propres aventures intellectuelles. Cela permet de confronter à d'autres ces ébauches de pensée et transforme la posture de la pratique professionnelle en l'ancrant à nouveau dans un collectif, par exemple, les autres chercheurs à travers les réunions du labo, qui partagent ces questionnements et les exigences liées à l'exercice de la thèse. D'autre part, s'agissant d'un praticien qui cherche, à partir de sa profession, c'est aussi pour elle et pour ceux qui partagent son exercice qu'il s'investit. Perros Oliveres, p. 241. 3. Praticienne chercheuse et ou chercheuse praticienne. Plus que consciente de la subjectivité à l'œuvre dans ma posture, il s'agit de construire une méthodologie rendant acceptable dans un cadre universitaire ce regard singulier. Le plus complexe est de rendre compte des allers-retours qui se sont faits simultanément ou indépendamment les uns des autres, dans leur complémentarité ou leur contradiction. D'autre part, mon engagement dans ma pratique professionnelle, source de richesse sur la compréhension et le recueil des données, s'est heurté bien des fois à la nécessaire neutralité de la méthodologie de recherche. Ces heurts étant eux-mêmes importants à identifier pour en garder les indicateurs d'implication servant à nourrir la recherche elle-même. Journal de recherche, 15 février 2004.
Comment avancer sur cette posture particulière de praticienne en démarche de recherche universitaire? Comment nourrir le sens de cette approche en utilisant le lieu de ma pratique comme objet de recherche? Comment utiliser un nous académique alors qu'il y a un balbutiement de jeu praticienne? Ce jeu étant l'évocation bien modeste de la rencontre entre cette implication et la pensée à propos de cette implication. Ce n'est ni un jeu de pouvoir savoir, ni celui de l'arrogance professionnelle de l'expertise, simplement la marque d'une place singulière de la recherche d'équilibre entre subjectivité et objectivité. Ma pratique professionnelle d'assistante de service social est d'abord une expérience humaine et un travail de relation. Les outils sont la parole, la relation et l'implication. Son objet d'intervention est l'être humain qui lui aussi parle, crée de la relation et s'implique dans l'échange. Tout cela est incarné pour l'un comme pour l'autre. Il ne peut être réduit à un agir technique orienté vers des fins purement rationnelles. Il ne peut non plus se réduire à l'application de techniques découlant d'un code de déontologie. En s'appuyant sur les conceptions d'Hannah Arendt, 1991, sur l'action et le social, le travail social ne relève pas de la fabrication, c'est un agir créatif qui laisse place à la nouveauté. Il n'y a pas de travail social, s'il n'y a pas concrètement manifestation et formalisation du souci de l'autre par l'énonciation de valeurs. Les professionnels de ce secteur s'investissent personnellement, comme sujet, et ont à porter une mission avec des impératifs professionnels. C'est au cœur de ces deux dimensions, celle du sujet et celle de l'acteur, que se fabriquent les savoir-faire, les compétences, les expériences de référence et la culture porteuse des valeurs donneuses de sens. Cependant, le développement de ces compétences est en grande partie expérientiel et nécessite que les agents apprennent à partager leurs expériences. Ces activités sont menacées d'une banalisation faute d'une reconnaissance de ces compétences spécifiques et d'une perception courante que tout le monde peut les exercer. Serre, Falzon 2005, p. 17. Les compétences mobilisées sont celles de la relation d'aide, écoute attentive, consciente et inconsciente, de la personne, repérage des projections de soi sur l'autre, maîtrise du contre-transfert, recul sur la situation, appréhension des éléments constitutifs de la situation et contextualisation dans l'environnement professionnel et personnel. Pour améliorer ces compétences, il aura fallu un travail sur soi. Ainsi la maîtrise de soi devient instrument au service de la relation d'aide. La réflexivité, dans le sens de la pratique professionnelle, consiste en une démarche d'introspection, d'une explicitation de l'implicite existentiel de sa propre histoire. L'objectif est d'être plus efficace ou efficient et de rendre compte de l'explicite de l'action aux yeux des pairs. La pratique professionnelle se nourrit de cette réflexivité. 4. Le cheminement réflexif. Explorer cette notion de réflexivité me semble un détour important pour la suite de ce travail. Il existe une nombreuse littérature, sciences de l'éducation, sociologie de l'action, analyse institutionnelle, etc. Les définitions sont très diverses et s'adaptent à multiples contextes. Néanmoins, j'identifie quelques points communs, Hensler, Garand, Dumoulin 2001, aux différentes approches qui peuvent servir à mieux situer le concept. La pratique réflexive consiste en l'analyse de son expérience passée, présente, future et conditionnelle. Elle implique une démarche de structuration et de transformation des perceptions et du savoir professionnel. Elle vise l'émergence ou l'explicitation d'un savoir tacite. Elle fait appel à la prise de conscience et à la prise en charge de son cheminement professionnel par la personne. Elle implique l'application d'une pensée rationnelle à la pratique professionnelle. Selon Schoen, 1994-1996, un praticien connaît beaucoup plus de choses sur sa pratique que ce qu'il peut laisser paraître. Il fait face à des situations dont il n'a pas appris en formation, la façon d'y répondre. C'est bien en utilisant ses propres ressources qu'il y parvient. Il sait rarement expliquer pourquoi il fait ce choix précis, et pourquoi cela réussit ou échoue. Pour cela, il cherche à conceptualiser une façon de construire son savoir professionnel. Le modèle de Schoen est constitué de deux niveaux. La réflexion dans l'action qui consiste en une prise de conscience de certains éléments de la pratique. La réflexion sur l'action qui conduit à se distancier de la pratique quotidienne et à s'interroger sur le contenu et les raisons qui justifient les décisions. Ce qui va déclencher une démarche réflexive
est souvent de vouloir améliorer sa pratique et rechercher l'efficience. Dans le travail social, une partie de l'activité est de résoudre les problèmes, de compenser certains manques ou faiblesses et ce, par la relation. Les étapes de la réflexivité s'articulent autour de 4 moments. 1. L'intuition va s'exprimer sous forme d'impression et de ressenti. 2. L'explicitation, première étape, va permettre de mettre à plat l'ensemble des intuitions et de prendre du recul. Cette étape consiste à dégager les faits et à le faire à partir de son propre langage. 3. La description en relation au contexte amène une vision de l'ensemble des éléments et de leurs interactions. La contextualisation des faits passe par le rapport au temps, à l'espace, aux événements et le repérage des éléments manquants. À ce stade, la confrontation à d'autres sources s'avère nécessaire, les pairs, les lectures. Cette description s'accompagne d'un questionnement sur sa subjectivité, expliciter sa grille de lecture, mettre à jour les résonances avec soi. L'intersubjectivité est à ce stade nécessaire pour retourner aux faits et passe par l'acceptation des autres points de vue. 4. L'analyse peut commencer à se faire en interprétant les éléments recueillis. Cette analyse interprétative s'enracine dans la trajectoire professionnelle et personnelle et les sources de confrontation. Il s'agit de rationaliser en se mettant à distance des éléments recueillis. Figure 1. Cheminement réflexif. Il s'agira de distinguer ce qui est du ressort de l'analyse et du jugement. Le management du responsable d'équipe repose sur la hiérarchie, et le responsable d'équipe n'aime pas ses collaborateurs. Expliciter les liens entre les faits. En comprendre le sens, faire la distinction entre expliciter et comprendre. Je repère que son management s'appuie plus sur telle personne mais je ne sais pas pourquoi. Mettre en rapport les interprétations à ce qui est décrit. Pour dire cela, je m'appuie sur les observations suivantes. Reconnaître les limites des interprétations. En s'appuyant sur ce cheminement, la recherche de réponses et d'actions peut se faire. La production de ce cheminement s'intègre à ce qui existe déjà et va se sédimenter sur les expériences passées. La pensée réflexive permet au praticien d'analyser et d'évaluer sa pratique à l'aune de ses savoirs professionnels et enrichit son répertoire de savoirs. 5. De la pratique à la pensée. Je suis dans une tension liée au fait que la pratique professionnelle est stockée comme multiples matériaux possibles à utiliser, et en même temps peu organisés. La tension engendrée résulte du fait que je ne sais pas à ce stade ce qui peut être utile, ni comment le structurer, ni comment mettre des repères. En même temps, je sais que ce travail de tri est nécessaire avant même de penser terrain de recherche. La démarche universitaire avec ses passages obligés dans un cadre de pensée académique est difficile pour une praticienne. Cependant, je suis consciente de la richesse de ces savoirs, de ces apprentissages d'élaboration et de rationalisation introuvables dans le champ de ma pratique professionnelle. Il est intéressant de chercher, pour entrer dans un cadre de recherche lié à la pratique professionnelle basée sur la distanciation, des formes jouant de la confrontation des deux mondes. Ce passage se fait par l'hypersubjectivité. Elle porte sur une mise à disposition de soi dans une attention au monde particulière, qui tient à maintenir l'autre et soi en permanence dans une historicité expérientielle actualisée que caractérise l'individuation. Perros Oliveres, p. 251. L'hypersubjectivité est alors l'accès à tout un fatras contenu dans les faits, par l'expression incontournable des subjectivités diverses à l'œuvre dans chacune des expressions individuelles. Ce travail demande de la mise à distance puis de la distanciation. En sachant que la distanciation réclamée par l'exercice académique, j'en ai fait le deuil puisqu'entremêlée avec ma pratique de façon impliquée et engagée. Ce travail en lui-même est déjà une mise à distance, et me demande de chercher des échos à ma réflexion. À travers ces échos, lecture, interprétation, rencontres avec d'autres chercheurs et doctorants, discussions avec certains enseignants, j'ai commencé à entrevoir le fragile équilibre entre la posture de praticienne et celle de chercheuse et la porosité des frontières. C'est en interrogeant ma pratique d'assistante de service social que j'ai commencé à formaliser une pensée sur elle. C'est aussi de cette démarche que sont nés des doutes, poussant à chercher des pistes de compréhension. La tenue d'un journal de recherche lors de mon DEA a été un pas vers la formalisation d'outils garantissant la mise en distance.
mais la relecture de ce journal m'a fait percevoir un changement dans les réflexions. Certes, il s'agissait bien de mes réflexions, mais une autre distance s'immisçait, amenant un autre point de vue, ce qu'il me semblait être de la distanciation était à l'œuvre. Reprenant ce travail, je l'ai formalisé. Ma pratique m'amène à devoir ramener des éléments sur les situations rencontrées dans ce que nous appelons « évaluation sociale ». La démarche consiste à analyser des faits dans une analyse réflexive et à croiser ces données avec d'autres sources. L'évaluation sociale nous met ainsi en possibilité de donner des éléments traités par le biais du point d'entrée service social et de faire des propositions quant aux solutions. La théorisation demandée par la recherche correspond à l'acte d'extraire les éléments de la pratique afin de les dialectiser avec d'autres éléments, examiner et dialogiser leurs diverses interprétations, dans un aller-retour de la pratique à la pensée, au travers du cheminement vers une construction de sens qui garderait à vue la réalité dans ce qu'elle a d'irréductible. Perros-Oliveres, p. 257. À partir de cette approche, j'ai pu lâcher avec cette contrainte inatteignable pour moi une certaine maîtrise de l'objet et la distanciation propre à l'exercice. J'ai privilégié le fait de penser en étant traversé par ces allers-retours et de respecter ces mises en sécurité régulières de la méthodologie choisie. Probablement que ce chemin est plus long, mais ma démarche dans cette recherche prend sa place sur un itinéraire personnel et professionnel. Le caractère objectif n'est plus le contraire de subjectif et je peux me le réapproprier. Il sera la garantie de rendre visibles tous les éléments de compréhension dont je dispose à chacune des étapes. Un des écueils rencontrés est dû à la nature même de mon cheminement. Mes lectures sont certaines fois postérieures à mes formalisations. Il est difficile de trouver le juste équilibre entre la pensée à partir de la pratique et l'exercice de l'état de l'art. Mes lectures sont plus dans la résonance de mon cheminement intellectuel et de son évolution, que dans la recherche de l'état de l'art. Cela pourrait apparaître soit comme prétention de ma part, soit comme un travail inachevé. Il s'agit plutôt d'une construction pas à la mesure de la réalité de mon itinéraire, ancrée dans une vie de praticienne, chercheuse à partir de cet ancrage. Ma tentative d'explicitation du cheminement fait pour l'instant la part belle au sujet. Ceci étant, je sais aussi que je suis aussi autant agie qu'agissante, rappelant ainsi la conception bourdieusienne de l'habitus comme un système de disposition durable et transposable, structure structurée prédisposée à fonctionner comme structure structurante, c'est-à-dire en tant que principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations. Bourdieu, 1980, p. 88. Le positionnement épistémologique adopté en cohérence avec le projet de recherche et les théories mobilisées pour guider ma lecture du réel m'ont ainsi conduite à adopter un pluralisme méthodologique. Pour cela, je suis passé de la description à l'explication et de l'explication à la compréhension. Ce processus de recherche peut être rapproché des préconisations d'Albert David, 2001, qui considère que la production des connaissances scientifiques doit se faire selon une boucle récursive. Abduction, déduction, induction. Cette boucle n'a pas besoin d'être parcourue intégralement par chaque chercheur au sein de chaque dispositif de recherche. Il suffit qu'elle le soit par la communauté scientifique. La déduction permet de produire des conséquences à partir de règles générales. L'induction permet d'établir des règles générales à partir d'observations. L'abduction consiste à élaborer une observation empirique qui relie une règle générale à une conséquence, c'est-à-dire qui permettent de retrouver la conséquence si la règle est vraie. Chacun à sa manière joue un rôle particulier dans la construction de la connaissance. Mon positionnement épistémologique m'a également conduite à privilégier l'analyse et la conception d'un dispositif de gestion. En effet, la vocation des sciences de gestion est d'analyser et de concevoir des dispositifs de pilotage organisés. Hatchwell, David, Laufer 2001, page 99. La nature pluridisciplinaire des apports théoriques mobilisés est ainsi unifiée à travers leur mobilisation dans une perspective gestionnaire d'aide à l'action. Si pendant longtemps on a défini la gestion comme une science carrefour ou un domaine d'application des sciences humaines, aujourd'hui il est possible de définir la spécificité de cette science comme une science de l'action. Le statut de la connaissance produite est alors de nature procédurale. Il ne s'agit pas d'établir une vérité,
mais d'apporter une aide à la formalisation des problèmes et à l'identification des voies de progrès permettant aux acteurs de concevoir eux-mêmes leurs solutions. Pour réaliser ce projet de recherche, c'est une méthode qualitative organisée autour d'une approche étude de cas qui est apparue nécessaire. La nature complexe et multiforme des phénomènes observés m'a amené à privilégier une démarche visant à faire sens, plutôt qu'à donner la preuve. En outre, l'intégration de l'implication comme définie plus haut m'a conduite à rechercher la triangulation de mes sources de données. Des données de l'institution à travers des documents publics sur la GRH. Des données par entretien semi-directif de 4 équipes RH. Ces entretiens ont comme objectif de rechercher les cités de L. Boltanski, L. Thévenot et E. Chiapello. Des données liées à des comptes rendus de réunions concernant des situations individuelles difficiles. En résonance de ces 3 sources, il y aura ma connaissance par le biais de ma pratique professionnelle dans une attitude réflexive. C'est l'ensemble de cette démarche qui m'a fait choisir la théorie enracinée, Strauss-Corbin 2004, comme méthodologie. Cette théorie est basée sur une démarche de description, de conceptualisation puis de théorisation avec des allers-retours entre les différents temps et le terrain. Deuxième partie, la fonction sociale en entreprise. Cette deuxième partie va explorer l'histoire du service social du travail et de ses liens avec la fonction personnelle. Les chapitres 3 et 4 vont resituer dans le contexte historique du début du XXe siècle, la création du service social du travail et sa filiation dans les mouvements sociaux. La période entre deux guerres sera une période de consolidation tant en termes de professionnalisation et de positionnement, face à la fonction personnelle et le service social tourné vers la famille. Le chapitre 5 correspond à la période de Vichy, période fondamentale dans la façon dont s'installe dans l'inconscient collectif l'image du service social. Le chapitre 6 est celui des 30 Glorieuses et d'un service social tourné vers la prise en charge individuelle. Le chapitre 7 abordera l'évolution du management public et le cas particulier de la recherche publique. Enfin, le chapitre 8 fera le point sur l'évolution du service social du travail dans ses rapports avec le service du personnel. Chapitre 3 – Origine et création du service social du travail. Le service social du travail est une des spécialités les plus anciennes, dans sa dénomination service social d'usine, du service social, tant dans l'existence d'un métier, les surintendantes d'usine, que d'une formation. Créé en 1917, dans la dynamique de l'usine nouvelle, selon les termes d'Albert Thomas alors sous-secrétaire d'État à l'artillerie et aux munitions, et enraciné dans la question sociale, nous pensons que les surintendantes d'usine tant dans leur mode d'intervention que d'organisation faisaient figure de service du personnel et étaient probablement les pionnières de la gestion des risques professionnels, Omnet 2007. Dans une mise en perspective historique de la fonction sociale, nous chercherons les liens entre l'évolution de celle-ci et celle de la gestion du personnel. La gestion des ressources humaines a vu son développement étroitement lié à l'histoire des entreprises industrielles. Chaque évolution du mode de production demandait de faire face à des problèmes différents. Les réponses se sont donc succédées en fonction de ces évolutions, plutôt par superposition que dans un continuum de réflexion. Les modèles de gestion qui se sont enchaînés à travers l'histoire avec des contradictions, des oppositions, des tensions reflètent également l'évolution des sciences sociales ainsi que leur implication progressive dans les problématiques industrielles. C'est d'abord l'acte productif qui a le premier fait l'objet d'analyse. À travers l'étude des tâches, des conditions de travail, c'est la science de l'organisation qui fait son apparition, aidée par la psychophysiologie et l'ergonomie. Puis l'objet d'étude s'est déplacé vers le facteur humain avec les travaux de la psychologie, notamment théorie de la motivation, relations humaines. En parallèle, les sciences de la gestion se préoccupent des problématiques de décision, de planification, de rationalisation des fonctions dirigeantes. Les origines de la gestion des ressources humaines sont complexes et puisent à une variété de courants théoriques. Ces apports conceptuels ont tous cherché une rationalisation de l'entreprise avec en arrière-plan un objectif d'efficience du couple homme-technologie. 4 périodes de l'histoire sont identifiées comme importantes dans l'évolution de la fonction personnelle, Boucher, 1992. Une première de la fin du 19e aux années 1920,
est marquée par l'empirisme en matière d'organisation. Caractérisée par une croissance importante, cette période est dominée par les apports machinistes d'une évolution industrielle où l'organisation en est encore à ses balbutiements. La seconde correspond à la période d'entre-deux-guerres et est largement influencée par le courant de la rationalisation. C'est l'avènement du système Taylor qui va conduire à la substitution du savoir scientifique au savoir empirique. Bien qu'apparu vers les années 1880, l'influence de Taylor sera prédominante dans les années 1910 à 1920, notamment sur la rationalisation de la gestion de la main-d'œuvre. La troisième, à partir des années 1950, doit faire face à un enjeu principal qui est l'intégration et l'organisation du personnel. Au cours de cette période, la fonction personnelle devient nécessaire pour faire face à un développement gigantesque lié à la reconstruction de l'Europe. La quatrième période est celle des Trente Glorieuses et la fonction personnelle va devenir centrale. Son émergence résulte de la convergence des courants rationalistes bureaucratiques, avec en toile de fond l'imposant modèle fordien. Le métier de surintendante d'usine qui émerge en 1917 est ancré dans la question sociale telle qu'elle se pose à la fin du XIXe siècle. 1. La question sociale à la fin du XIXe. Sur le plan idéologique, le XVIIIe pose fortement la question de l'oppression sous toutes ses formes, intellectuelle, religieuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.